Oui, ce sont les veuves de deux athlètes israéliens qui se sont confiés au New York Times. On va voir, regardez, c'est un extrait de cette interview sur leur site. Voilà, ils montrent, ils ont titré les détails cruels, longuement cachés de cette prise d'otage. Alors, en fait, on apprend quoi concrètement? Eh bien, regardez, Anki Spitzer, l'une des veuves, affirme qu'elle a demandé des détails pendant des années, mais on lui a dit qu'il n'y en avait pas année après année. Et ils ont eu quand ces détails, Barbara? Eh bien, ils les ont eu en 92, c'est-à-dire 20 ans après la prise d'otage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, ils ont donné une interview à la télévision allemande et qu'à la fin de l'interview, eh bien, Madame Romano, qui est la veuve donc de l'un des autres athlètes, elle a été contactée par une source anonyme qui disait travailler pour le gouvernement allemand. Il lui a dit: je veux vous fournir des détails de manière secrète, et il lui a transmis un dossier de 80 pages. Elle a dit que c'était aussi atroce qu'elle l'imaginait. Il y avait des détails écrits et des photos. Le New York Times précise en astérix, le New York Times précise avoir eu accès aux photos et avoir décidé de ne pas les publier tellement elles étaient atroces. Regardez, Madame Romano raconte ce qu'on voit dans ces photos. Elle raconte, eh bien, ils lui ont coupé les parties génitales, elle parle de son mari, au travers de ses sous-vêtements, et ils ont abusé de lui. Et elle rajoute: imaginez, les 9 autres étaient assis sur le sol, ils ont été contraints de regarder. Alors, en apprenant ces nouvelles, ils ont immédiatement porté plainte contre le gouvernement bavarois et le gouvernement allemand pour échec sécuritaire et grave manquement. Mais la plainte a été manquée. Elle estime qu'il y a eu une confusion autour du corps parce que lors de l'identification, eh bien, ce n'est pas elle qui a identifié son mari, c'était des proches, notamment l'oncle de son mari, et on lui a montré que le visage. Donc il n'avait pas vu le reste du corps, et selon la tradition juive, vous savez, on enterre les corps très vite. Et bien dès qu'il est arrivé en Israël, on l'a enterré, donc la famille n'avait pas vu. Pourquoi ils ont décidé de parler maintenant, ces veuves ? Alors il y a deux raisons. Tout d'abord, il y a un film documentaire qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle Munich 1972 et au-delà, et c'est raconté par les proches de ces athlètes. Et d'autre part, elles veulent rétablir la vérité. Regardez ce que dit Anki Spitzer. Les terroristes, on va voir cette citation, les terroristes ont toujours affirmé ne pas avoir l'intention de tuer, qu'ils voulaient simplement libérer leurs amis en prison. C'est faux, ils sont venus pour blesser, ils sont venus pour tuer. Donc il veut dire en gros, ce n'étaient pas des combattants de la liberté. Ils veulent rétablir, vous savez, souvent notamment dans le film de Steven Spielberg sur Munich, on présentait ces terroristes comme des personnes finalement qui défendaient leur cause avant tout et qui voulaient faire parler de la cause palestinienne. Elle dit: lorsqu'on voit qu'ils les ont tués dès le début, lorsqu'on voit qu'ils les ont mutilés, eh bien on ne peut pas les appeler combattants de la liberté. C'était des personnes qui voulaient tuer depuis le début, et ils étaient venus pour ça et ils les ont tués. Voilà la raison du combat de ces femmes. Et sachez que, vous savez, elles se sont battues pendant des années pour obtenir une minute de silence avant les Jeux Olympiques en souvenir de leur mari. En 2012, à Londres, elles n'ont pas réussi. Apparemment, en 2016, il y aura une minute de silence, mais en souvenir de tous les athlètes qui sont morts dans les Jeux Olympiques. Elles disent: non, on ne veut pas une minute de silence en souvenir de tous les athlètes. On veut une minute de silence séparément pour les victimes du terrorisme. Voilà. Merci, Julien.